Bonsoir, c'est un nouveau numéro du Club de la Presse avec des chroniqueurs qui font tous partie du patrimoine médiatique local, référence évidemment à un des thèmes que nous aborderons dans quelques instants. François Pelleret, le pilier de la matinale sur France Bleu. Bonsoir François. Bonsoir Jérôme, bonsoir tout le monde. Bienvenue. À vos côtés, son patrimoine est réel ou virtuel, on ne sait pas. Frédéric Schnur, Toumes et Grand Test numérique. Bonsoir Frédéric. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. En face, c'est le père fondateur du journalisme, c'est lui qui a tout fondé, Claude Bellet, journaliste essayiste. Bonsoir. N'exagérons rien. Bonsoir Jérôme. Et puis la clé de voûte du Républicain Lorrain avec Philippe Marc ce soir. Bonsoir Philippe. Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus. C'est parti avec vos coups de gueule ou vos coups de cœur. Et si j'ai bien compté, le score de ce soir, c'est 3-1. 3 coups de cœur contre un coup de gueule. On va commencer par vous, François Pelleret, avec un coup de cœur pour un habitant de Corny-sur-Moselle. Eric propose, il offre gratuitement toute l'eau de sa piscine. Il y a 17 000 litres d'eau. Eh oui, parce que ça fait partie des prises de conscience à la sortie de cet été caniculaire, et je trouve que c'est plutôt concret, on n'est pas dans le conceptuel ou le théorique. Il offre 17 000 litres qui peuvent encore servir à arroser, même pourquoi pas pour des bêtes au pré. Il faut parce que dans son message, il faut préciser qu'il a enlevé tous les traitements depuis quelques temps. Il a arrêté depuis plusieurs semaines de mettre du chlore, et son eau maintenant, dit-il, alors elle n'est pas potable pour nous, mais pour des animaux ou pour arroser, c'est comme il faut. Bon, petite déception. Il n'a pas eu d'offre, il a lancé un message sur Facebook, sur France Bleu, il n'a pas eu d'offre, peut-être parce que la pluie est revenue et ça doit être ça. Les gens n'ont plus besoin d'eau, mais coup de cœur pour cette initiative, c'est la première fois que je vois ça, alors que durant l'été, les propriétaires de piscines ont été pointés d'un doigt accusateur. Je trouve que c'est du concret, ça me plaît. Bon, il s'en sort plutôt bien puisque la saison des piscines est plus ou moins terminée et puis la pluie est revenue, donc voilà, c'était plutôt facile. Au mois de juillet, ça aurait été peut-être plus marquant comme offre, non Philippe? Plus courageux. Plus courageux, oui. Ceci dit, on est toujours en période de sécheresse. Oui, c'est pas vrai, parce que la pluie est revenue que les nappes se sont regonflées et l'arrêté préfectoral va rester en vigueur jusqu'à cet automne, jusqu'au mois de novembre. En tous les cas, voilà, si vous voulez de l'eau pour arroser dans votre jardin, alors c'est un grand jardin forcément, ou alors pour nourrir vos bêtes, 17 000 litres. J'ignorais la contenance d'une piscine sans doute de taille moyenne, c'est quand même déjà beaucoup. Donc voilà, c'est Eric et il est sur Facebook et en MP, comme on dit, en message privé. Vous pouvez le contacter. J'aime bien quand je parle comme ça, Jones, ça me fait rire. Claude Bellet, non, Frédéric Schnur, pardon, vous êtes à côté. Frédéric Schnur, vous aussi, vous avez un coup de cœur. Alors, c'est un coup de cœur avec Moselle Open qui démarre bientôt, mais un coup de cœur pour les organisateurs d'événements au sens large, Jérôme, parce qu'on ne se rend pas forcément compte lorsqu'on y vient, lorsqu'on y participe, mais il y a une somme considérable, des centaines, voire des milliers d'heures de travail qui sont faits avec des gens qui s'arrachent pour faire en sorte que les visiteurs ou les partenaires, les exposants se sentent bien, puissent faire pour qui des affaires, pour d'autres des rencontres autour du sport, autour de la santé, ou peu importe le type d'événement. Et je voudrais tirer mon chapeau, alors vous savez que je suis moi-même organisateur, mais tirer mon chapeau à tous ceux qui, chaque année, font vivre ça, et en même temps signaler à celles et ceux qui l'oublient parfois que tout ça, ça se finance, que parfois on est ingrat, mais des fois sans s'en rendre compte, avec ceux qui font une proposition d'événement et qui ne sont pas forcément entendus ou reçus. Et là, Moselle Open, qui est un événement majeur de l'attractivité, il faut savoir que ce sont des outils qui sont à la disposition des citoyens, des professionnels aussi. Et ces outils-là, pour les entretenir, il faut les soutenir. Voilà, Moselle Open qui commence dimanche et Moselle TV sera toute la semaine au Moselle Open pour y produire un certain nombre d'émissions, dont une émission spéciale chaque soir de 18h à 19h, et vous verrez aussi en différé un match par jour du premier jour jusqu'à la finale. Voilà. Claude Bellet, là aussi nous avons un coup de cœur, donc vous aurez deviné qui est le coup de gueule, mais nous commençons par vous Claude. Et alors d'abord, avant de vous passer la main, j'aimerais que je la fais à un certain Thierry Ardisson, ça me rappelle quelqu'un, quand on voit ce livre que vous m'avez gentiment dédicacé et apporté ce matin. Claude Bellet, ces journées qui ont forgé notre monde, c'est votre dernier ouvrage. Oui. Et c'est un ouvrage en forme de plongée dans vos archives. Oui. Personnellement, je vous connaissais, mais j'ignorais que vous étiez allé à tous ces endroits, puisque en fait vous parlez de ces journées qui ont changé le monde, que ce soit à Moscou, Alger, Kaboul, Tiananmen, Cuba,
Ikea, Mururoa, etc. Racontez-nous brièvement. Oui, c'est en fait 25 ans de grands reportages à travers le monde. J'avais gardé quelques-uns de mes carnets de reportages, donc ce qui m'a permis, par exemple, de réintroduire dans les textes que j'ai écrits, par exemple, le contenu d'un papier que j'avais fait pour Europe Midi, pour le journal de 8 heures, etc. Donc ce qui donne un caractère un peu vif, un peu alerte à ce petit bouquin. Et ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est de voir à quel point ces événements qui sont déroulés, là, pour la plupart, entre 1970, 75 et 1995, l'an 2000, combien tous ces événements importants, ce qui s'est passé en Chine, l'arrivée de Gorbatchev au pouvoir en Union soviétique, etc., le rôle de Castro à Cuba, etc., de combien encore nous sommes tributaires de tous ces événements qui sont déroulés. Donc voilà, c'était un petit peu la tentative que j'ai essayé de faire. Et donc vous avez eu la chance d'être un témoin privilégié. Et vous avez donc un coup de cœur plus local. Oui, j'ai un coup de cœur pour ce qui s'est passé à la fin du mois d'août sur les rives et sur la Moselle. Vous savez que depuis longtemps, je militais pour qu'on profite un peu et qu'on mette en valeur un peu notre patrimoine fluvial. Metz est une ville qui a la chance d'avoir de l'eau dans son cœur, et je trouvais qu'on n'exploitait pas assez ce filon qui est toujours agréable. Et j'ai été réjoui de voir que finalement, les fêtes de la Mirabelle se sont déroulées en grande partie, le Corso sur la Moselle. Je trouve ça une très très bonne initiative. J'espère qu'on va continuer à exploiter de toutes les manières possibles cet atout qui est pas toujours partagé par d'autres villes, d'avoir de l'eau au cœur de la ville. C'est une première apparemment réussie. Je ne sais pas si vous avez assisté au Corso ou aux fêtes de la Mirabelle sur l'eau, Philippe, ou les autres. Non, j'ai pas eu cette chance, mais je crois que c'est dans développer l'eau, ce côté aquatique de Metz, c'est dans le programme du maire actuel. C'est même une des lignes majeures de son programme. Donc, oui, ça paraît d'ailleurs étonnant que les villes comme Metz ne s'y soient pas penchées, parce qu'on passe la frontière, ne serait-ce qu'en Allemagne, l'eau fait partie, et les rives, surtout en été, sont devenues depuis des années des endroits de loisirs et de rassemblements très nombreux. Alors, j'ai assisté pour le coup au Corso Fleury. Alors c'était une première opération et c'était une tentative qui n'était pas simple à gérer, parce qu'effectivement on doit tout imaginer sur ce qui va se passer. Il y avait du monde, sauf peut-être du côté du Temple Neuf où c'était un petit peu plus complexe, il y a eu un demi-tour. Mais pour le reste du temps, il y a eu quand même du monde tout le long. Le temps a pu... la météo en plus était là pour permettre de passer un bon moment et laisser le temps filer. Donc c'était plutôt une opération réussie, mais je pense que Metz effectivement a des atouts de ce côté-là qui restent encore à exploiter. Et alors, donc, on passe tout de suite au premier thème de ce Club de la Presse. Pour faire face à la crise énergétique, la France relance ses centrales à charbon. Mise à l'arrêt il y a 5 mois, la centrale Émile Huchet doit redémarrer dans quelques jours, au 1er octobre prochain. Laissée sur le carreau de la mine au printemps dernier, jeu de mots, aurait dit Maître Capello, 60 salariés ont accepté de retourner au charbon, autre jeu de mots décidément, pour une dernière saison hivernale. On oublie rapidement les engagements environnementaux, François Pelleret, et on se met dans une logique pragmatique. C'est ça, le pragmatisme qui est aussi un caractère d'Emmanuel Macron. Mais ce que j'observe, c'est que le charbon fascine toujours autant. Non, mais le nombre de médias qui sont venus à Saint-Avold pour cette réouverture, de médias nationaux, internationaux même. Je crois qu'il y a eu des Japonais, des Américains. Ça montre ce qui était has-been, fascine toujours autant ce charbon. J'ai relevé aussi un argument. Bon, certes, ça va repolluer cette tranche à charbon, mais finalement, c'est pas mieux d'importer non plus d'électricité produite au charbon. Produite au charbon à l'étranger dans d'autres conditions qu'on ne maîtriserait pas. Au moins, on maîtrise. Le charbon en France, c'est 0,3% de la production d'électricité foncier relatif versus des personnes qui se retrouvent avec des coupures quand même d'énergie. Donc à un moment ou à un autre, effectivement, il y a le pragmatisme. Et puis, j'ai pas l'impression que c'est destiné à être relancé sur des décennies. Non. Il faut opérer en urgence. C'est de faire le bilan dans 6 mois. Oui. C'est de la réelle politique, en fait. C'est malheureusement, nous sommes confrontés à des situations que les élites n'avaient pas imaginées.
Moi, je trouve le symbole dévastateur, en fait. Faut se replonger en 2017. Un des engagements forts d'Emmanuel Macron, c'est de mettre fin à cette énergie issue du charbon. Il y a cette loi climat-énergie où il limite à 700 heures le fonctionnement des centrales par an. Et là, on va produire jusqu'à mars 2023 2500 heures donc d'émissions aussi de gaz à effet de serre. Et donc, OK, il y a le pragmatisme, mais en termes symboliques, on est d'accord, c'est pas énorme, c'est 6 mois de reprise d'activité, mais je trouve le message envoyé dévastateur. Claude. Oui, mais en fait, tout ça, c'est la question fondamentale à laquelle il faut revenir. Est-ce qu'il faut assurer la fin du mois ou la fin du monde? C'est ça la question, en fait. C'est ça la question. Vous savez, on dit souvent, nécessité fait loi, il faut parer au plus pressé. Nous sommes dans cette situation où il faut effectivement parer au plus pressé. Ce qui, à mon avis, ne doit pas empêcher de réfléchir et d'intégrer et de garder la mesure avec certains types de production. Donc on est là, on est dans la contradiction fondamentale de la défense de la planète à longue échéance et la satisfaction de nos besoins absolument indispensables. Ça, c'est une question extrêmement difficile qui se pose à tous les dirigeants du monde, en tout cas tous ceux qui ont pris conscience de cette menace qui plane sur nos têtes d'une manière générale. D'ailleurs, je voudrais dire à ce propos que, vous savez, on demande beaucoup à la France en matière de lutte contre les gaz à effet de serre, contre la pollution en général. La France, avec ses 67 millions d'habitants, c'est 0,1% à la fois de la population mondiale et de la pollution mondiale. Donc on voit bien que cette question, c'est pas pour autant que la France doit s'exonérer de faire des efforts et ne doit pas contribuer à l'amélioration de la situation, mais je veux dire, faire porter sans arrêt, et les politiques nationaux, locaux, faire sans arrêt porter une sorte de pression permanente, alors que, encore une fois, la bataille, elle doit se jouer à l'échelle du monde. Et je me souviens de Greta Thunberg, dont on peut penser ce qu'on veut, mais elle, au moins, elle interpellait le monde entier, pas seulement les dirigeants suédois, les dirigeants français. Frédéric Schnur. Je m'inscris un petit peu en négatif par rapport à Philippe, au sens où, quelque part, en 2017, lorsqu'Emmanuel Macron décide de le faire, il le fait. En mars, ça ferme effectivement dans un contexte qui est à peu près différent à ce moment-là. On n'a pas les épisodes, ou en tout cas pas à la mesure... La guerre est déjà commencée en Ukraine. La guerre est commencée, mais... Bon, on ne sait pas trop comment que ça peut tourner. À partir du moment où ils ont fermé cette centrale, ils ont décidé de la tourner vers la biomasse, vers l'hydrogène, donc ça allait dans le bon sens. Je ne suis pas certain qu'ils ne reviennent pas une fois qu'on aura géré ce problème-là au plan initial. Alors le groupe qui détient la centrale Émile Huchet travaille sur d'autres procédés pour plus tard, et notamment évidemment l'hydrogène. Oui, tout à fait, mais ça montre quand même, au-delà du contexte de l'époque de 2017 qui n'était pas du tout le même, je suis complètement d'accord, mais ça montre aussi là ce qui se passe actuellement, c'est la faillite de notre système énergétique et de notre parc nucléaire. Oui, on a 26 des 56 réacteurs français sont à l'arrêt. Si ces réacteurs fonctionnaient normalement, on n'aurait jamais eu besoin de revenir en arrière sur cette histoire de centrale à charbon. Et donc, quelque part, on paye aussi un système nucléaire ça, qui n'a pas été anticipé. Et ça, en 2017, le système nucléaire, c'est sur des dizaines et des dizaines d'années. Mais c'est intéressant. Il y a eu un arrêt de la construction. Oui, mais c'est ce que dit Jean-Bernard Lévy. Il y a eu préparé l'après. Pardon, il y a eu au plus haut sommet de l'État une passe d'armes entre Jean-Bernard Lévy, qui sait de toute façon qu'il ne continuera pas, puisqu'il est atteint par la limite d'âge en mars 2023, et Emmanuel Macron. Jean-Bernard Lévy a dit, si nous en sommes dans cette situation, c'est parce qu'on m'a demandé de fermer des centrales. Donc j'ai embauché des personnels pour fermer des centrales et pour les redémanteler, et non pas pour les maintenir. Oui, mais ce qui ne devait pas l'exonérer, à mon sens, à l'évidence, le président de la République et le patron d'EDF se sont mal compris. Ça, c'est clair. Mais je pense que même si, indirectement, ou si M. Lévy avait compris qu'effectivement on était dans une démarche de démantèlement, rien ne le dispensait de maintenir et de faire les travaux qui s'imposaient, essentiellement sur les plus graves incidents, sur les réacteurs qui sont atteints de corrosion. Ça, je veux dire que même si on arrête la production nucléaire, la construction de sites, il faut quand même entretenir ce qui fonctionne. Donc, vous voyez, là aussi, les torts sont partagés. C'est quand même un vrai problème de prévision, de se retrouver... Peu importe que ce soit cette année dans ces conditions-là ou dans une autre année, avec autant de réacteurs qui sont en maintenance en même temps. Donc il y a un vrai problème de prévision. Mais c'est l'essence même de la politique, c'est d'anticiper sur le long terme, de prévoir. Je ne suis pas certain que ce soit le politique qui détermine la maintenance des centrales. François Pelleret. C'est lui qui impulse la politique. Quand même, sur ses choix énergétiques, il a fait le yo-yo les 5-6 dernières années.
Il ordonne la fermeture de Fessenheim. Et puis avant, non, c'était Hollande. C'était Hollande, mais du coup, on n'arrête pas de dire tout et son contraire. Quand on a un président qui veut plus le nucléaire, un autre qui arrête le charbon. Et il faut de la constance sur il faut des projets qui demandent autant d'années. Voilà, il faut de la constance. Le premier dessin, et cette semaine, c'est l'Indingre qui s'y colle. L'Indingre que vous pouvez retrouver notamment dans le Républicain Lorrain. Ça embauche à Carlin. Pour relancer l'emploi, rien de tel qu'une bonne guerre, nous disent les deux compères attablés, ou plutôt au bistrot du coin, comme souvent chez les personnages de l'Indingre. Allez, tout de suite, le deuxième thème du Club de la Presse. Avec la rentrée des classes, eh bien c'est l'autre événement du mois de septembre. Ce sont les Journées européennes du patrimoine qui fêtent cette année leur 39e édition avec des centaines d'événements, de propositions dans le département, que ce soit les sites passionnément Moselle. Vous pourrez visiter la préfecture de la Moselle, vous pourrez visiter la région, vous pourrez aller dans un certain nombre d'endroits. C'est un marronnier, mais créé par Jack Lang en 1984. Encore une idée de ce cher Jack, François Pelleret. Ça fait partie des rendez-vous incontournables de la rentrée. Exactement, c'est institué, ça rythme notre année. Je vais juste profiter de ce thème-là pour faire un éclairage. Je vous emmène près de Boulay, à Dantin, au banc Saint-Jean, qui est un ancien camp de prisonniers de la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands avaient récupéré ce site, ces casernes de la ligne Maginot. Et je voulais juste dire qu'on n'oublie pas cette mémoire-là, qui pour l'instant a tendance à être un petit peu oubliée. Il y a eu des centaines de milliers de prisonniers venus de Russie et d'Ukraine, des milliers qui y sont morts. Et ce site a failli devenir un parc éolien. J'ai rien contre les éoliennes, mais voilà, la mémoire historique contre l'énergie éolienne. Vous préférez le charbon, on a bien compris. je suis absolument pour les éoliennes, mais pas au banc Saint-Jean, qui mériterait un petit peu plus de respect pour faire vivre cette mémoire. Aujourd'hui, certains pensent à un parc photovoltaïque, alors que sur cette colline, il reste des maisons d'officiers, il reste une stèle ukrainienne, et une mémoire qui a tendance à s'effacer. Le banc Saint-Jean qui a fait l'objet de reportages et notamment de Tim Girard dans Destination Moselle. Claude. Oui, mais ça, vous voyez, c'est tellement français, so French. On veut bien, on est pour les éoliennes, mais pas sur le banc Saint-Jean. Oui. On est pour le TGV, mais pas qui passe près de mon jardin. Voilà. Et à force de voir ce comportement, ces attitudes, on ne fera jamais rien. Donc attention, il y a des causes. Revenons aux Journées du patrimoine. Il y a des causes qui méritent d'être défendues, mais il faut se méfier de cette attitude a priori toujours. Bon, alors le patrimoine, c'est très bien qu'on le visite, c'est parfait. Ça ne mange de pain, ça ne mange pas de pain à personne. En plus, la plupart des visites sont gratuites, même elles sont toutes gratuites. Oui. Et c'est vrai qu'on ne cesse de découvrir dans son propre périmètre. À Metz, un petit peu au-delà, on découvre des choses auxquelles on n'avait même pas pensé. Et en ce sens, l'idée de Jack, comme vous avez dit, est une excellente idée qu'il faut, à mon avis, perpétuer. Voilà, on voit un des édifices, c'est, j'allais dire, régulièrement une locomotive de ces Journées du patrimoine, c'est le palais du gouverneur militaire. Philippe Marc, oui, ça fait partie. Je crois que dans le Républicain Lorrain de ces derniers jours, il y avait le top 5 pour aller visiter. Il y a un petit peu de tout, du naturel, de l'architecture, du religieux. Exactement, c'est ça qui est génial dans les Journées du patrimoine, et ça permet effectivement aux gens d'ouvrir des portes auxquelles ils n'ont pas accès d'habitude. Moi, j'ai relevé plusieurs petites pépites, si vous voulez que je partage ça avec vous. Mais c'est vrai il y a des choses super originales. Il y a un escape game qui est organisé à Stirin-Vindel, dans le Puy-Saint-Marthe. Vous avez 1 heure pour en sortir. Gare à ceux qui ne trouveront pas la clé. J'ai vu qu'à l'Office de tourisme du pays Thionvillois organise un jeu de piste à vélo. Il faut libérer Marianne, 28 km à vélo, super truc à faire avec les gamins. Au château de la Grange à Manom, on peut visiter non pas le château, mais un chantier de rénovation de ce château qui est en cours depuis 3 ans. Et les compagnons du devoir seront là pour expliquer leur travail de tailleur de pierre, etc. Donc c'est passionnant. Il y a plein de pépites comme ça jusqu'à... La dernière, Kerbach,
Kerbach, ça dépend. Ouais, Sorbach, ça dépend. ça dépend d'où on est. En tout cas, Kerbach fait visiter sa station d'épuration. Exact. C'est une station d'épuration dernier cri, absolument extraordinaire. Je l'ai lu. Ouais. Et donc ça, c'est une visite. Ça fait aussi partie du patrimoine. Et c'est ça qui est chouette. On peut jamais aller dans une station d'épuration Voir à comment ça l'année. fonctionne. C'est vrai que c'est intéressant. Fred, rapidement. Très rapidement, moi, c'est une marotte personnelle, mais c'est-à-dire que surtout à la lumière de ce qui est en train de se passer du côté de l'Ukraine, je crois que pour savoir vers où on va, il faut surtout pas oublier d'où on vient. Donc j'aurais tendance à conseiller petits et grands, parce que les petits doivent être surtout éveillés à ça, aller se tourner vers le musée de l'annexion, musée de l'annexion 1870 qui est à Gravelotte par exemple, mais de visiter tout ce passé militaire et guerrier, malheureusement guerrier, est important. Et puis une petite virgule en guise de message. Aujourd'hui, le patrimoine, c'est-à-dire ça nous appartient à nous les citoyens, il est administré certes, mais c'est à nous les citoyens. Il y a d'autres patrimoines qui existent, qui pour l'instant sont jalousement gardés par certains et certains, et ce sont les données. Et les données que nous produisons à notre échelle pour notre territoire, pour nos institutions, pour nos collectivités, nous appartiennent aussi. Et à l'échelle de l'histoire, peut-être qu'il serait peut-être temps d'avoir un œil sur ce que c'est que le patrimoine de la donnée et comment nous, on se le partage et qu'est-ce qui est détenu sur nous. Voilà le coup de cœur des chroniqueurs pour les journées du patrimoine. Rapidement vous dire que ce week-end, Tim Girard, Monsieur Histoire et Patrimoine sur Moselle TV vous propose un documentaire spécial de 90 minutes sur Metz avec des animations 3D, documentaire qui sera évidemment, comme toujours sur Moselle TV, rediffusé. Metz, les secrets de son patrimoine, ce sera vendredi 21h, samedi et dimanche à d'autres horaires, sinon évidemment en accès sur le replay de Moselle TV. Le dessin de l'Indingre sur les journées européennes du patrimoine. J'ai un petit sourire parce que je l'adore, ça me parle à titre personnel et j'espère que ça vous parlera. Journée européenne du patrimoine et on voit monsieur et madame qui sont dans le salon et monsieur dit on pourrait rendre visite à ta mère. Voilà. La citation du jour, je vois que je ne suis pas le seul à apprécier l'humour de l'Indingre. On va changer de registre avec Dédé. Ça n'est pas Didier Deschamps, mais Denis Diderot. On oublie d'ailleurs souvent qu'il s'appelait Denis. L'argent des sceaux et le patrimoine des gens d'esprit. Diderot, homme de lettres, évidemment, philosophe et encyclopédiste bien connu. Merci à tous d'être passés par le club ce week-end. Très bonne semaine. À la semaine prochaine. Bonsoir.